peut-être que c'est une crise, j'allais dire presque normale d'adolescence, après 75 ans, de développement d'une société qui va très vite, qui a été très vite. Il y a aussi le deuil des grandes figures d'Israël. On parle de Ben Gurion, de Begin, de Sharon, etc. Après, c'est très difficile de prendre le flambeau, hein, après un tel héritage aussi lourd, etc., pour tous les hommes politiques, etc. Donc peut-être que c'est un moment de remaniement, et on peut espérer que ce soit un moment de remaniement identitaire et du politique, plutôt qu'effectivement une véritable fracture qui va durer. Pour l'instant, je crois qu'on est un peu dans l'expectative, mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour réfléchir. Il s'appelle Michel Gad-Volkovitch, il est psychanalyste, président de Shibboleth Actualité Freud, et il organise ce 29 octobre 2025 à Jérusalem, au centre Begin Center, si vous connaissez, eh bien, un colloque magnifique, ça s'appelle Makom, identité humaine, identité juive. Après 2 ans, 2 ans sont passés depuis le 7 octobre 2023, et ce sera l'occasion pendant toute cette journée de s'interroger sur tout ce que nous avons vécu, et puis de se rassembler sous le signe de Sion. Bonjour Michel Gad. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir toujours. Ça nous fait toujours plaisir. Alors là, vous nous préparez une journée passionnante. Je crois que ça va nous faire du bien de nous rassembler, de nous retrouver. Absolument. Écoutez, depuis le 7 octobre, avec Shibboleth, on a fait pas mal de réunions, de séminaires. Je crois qu'on a fait la première réunion à l'Institut français, avec l'aide d'ailleurs de l'Institut à l'époque. On avait besoin de se rassembler, on avait besoin de penser ensemble, on avait besoin de retrouver une intégrité, une sorte de peau psychique en étant ensemble, en se donnant des réflexions sur ce qu'on vivait. Et j'avoue que là, on va se réunir un peu plus soulagés que pendant ces 2 années, un peu plus, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais effectivement, je crois que c'est important d'essayer de commencer à faire le point et à prendre un peu de hauteur. Voilà, depuis la libération des otages. Alors le but, prendre de la hauteur, pourquoi ? Pour mieux comprendre tout ce qu'on a vécu, pour comprendre l'antisémitisme virulent qui nous tombe dessus. L'antisémitisme, honnêtement, je crois qu'on n'a plus grand-chose à apprendre, malheureusement. Mais c'est un matériel qui sera pérenne. Non, je crois pour essayer de comprendre à partir de quelque chose qui nous a paru finalement assez folklorique au départ, c'est la question de l'identité juive. Vous savez, on pourrait commencer, l'identité juive, c'est une question, quand on raconte une blague à un juif. Qu'est-ce qu'être juif ? C'est une question qu'on peut se poser 100 fois. Oui. On peut avoir tous ces slogans un peu folkloriques, humoristiques, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? C'est celui qui se demande qu'est-ce que c'est que d'être juif, etc., etc. Encore une fois, quand on lui raconte une blague, il la connaît dans une autre version. Bon, ça, effectivement, c'est, on pourrait dire, une sorte d'éthique juive un peu idéale. Mais je crois qu'au-delà de ça, je pense qu'il faut réfléchir sur les fondements de ce qui s'est passé le 7 octobre, dont, à mon avis, en tout cas c'est une hypothèse, ça sera l'une des hypothèses que j'ai proposées à mes camarades qui viennent d'Israël ou de France, etc. C'est au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu une crise identitaire avant le 7 octobre qui s'est symptomatisée autour de certains points très précis, comme la réforme judiciaire, etc., qui marquait finalement quelque chose au niveau des questions, de véritables questions sur notre identité collective. On a vu des identitarismes, alors qui existent dans le monde entier avec le wokisme, effectivement, les gens se sont figés dans des identités toutes faites et en rivalité avec les autres. Il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas aussi en Israël, mais évidemment, il y a quelque chose de spécifique en Israël sur cette question de l'identité collective, et c'est beaucoup plus dangereux aussi quand les différends, les conflits deviennent des fractures et des clivages. Alors, vous croyez qu'on a évité la fracture totale et définitive dans la société israélienne? On est après, on l'a passé ou pas? Non, on ne l'a pas passé. Je crois qu'il faut aussi, si on ne réfléchit pas sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre, qui a facilité en tout cas qu'il y ait cette négligence quand même. Et cette négligence et cette faillite des marqueurs civilisationnels israéliens, des marqueurs sociétaux, je veux dire. Avant Tsahal, qui a recouvré effectivement une certaine confiance qu'on peut lui accorder, mais que Tsahal, que les renseignements, etc., soient autant dans une telle faillite pour que le 7 octobre se passe de cette façon-là, on a perdu tous nos repères.
Je veux dire, Tsahal, quand même, pour nous tous, c'est le pilier. C'est l'armée du peuple, c'est le pilier, c'est nos enfants qui y vont, après nous, etc. Cette faillite a marqué à la fois, encore une fois, une crise identitaire avant et a permis cette négligence. Bon, maintenant, il faut réfléchir là-dessus et comprendre comment on peut retrouver dans la pluralité une certaine unité. Quel est le fond commun? Comment reconstruire un fond commun au-delà de ces fractures? Rappelons-nous quand même, je dirais, autour de la réforme judiciaire, autour du politique, etc., il y a eu ces clivages religieux, laïques, à l'intérieur même des mouvements religieux, séfarades, ashkénazes qui est revenu. Enfin, à mes yeux, ça s'était quand même apaisé pendant quelques années. Il se trouve que la troisième génération revient sur les préjudices de leurs parents, leurs grands-parents, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir parce que ça a quand même créé des catastrophes. Alors peut-être que c'est une crise, j'allais dire presque normale d'adolescence après 75 ans, de développement d'une société qui va très vite, qui a été très vite. Il y a aussi le deuil des grandes figures d'Israël, des grandes, on parle de Ben Gurion, de Begin, de Sharon, etc. Après, c'est très difficile de prendre le flambeau, après un tel héritage aussi lourd, etc., pour tous les hommes politiques, etc. Donc peut-être que c'est un moment de remaniement, et on peut espérer que ce soit un moment de remaniement identitaire et du politique, plutôt qu'effectivement une véritable fracture qui va durer. Pour l'instant, je crois qu'on est un peu dans l'expectative, mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour réfléchir. Et comme Cathy, vous me l'avez dit juste avant, les otages qui ont été libérés appellent à l'unité. Je pense que ce sont des modèles qui peuvent nous inspirer, qui doivent nous inspirer, parce que espérons qu'on puisse s'identifier un petit peu à leur discours. Alors, comme toujours dans vos colloques, dans vos conférences, il y a vraiment un niveau impressionnant. Vous avez invité des intellectuels, un ancien ambassadeur, historien, philosophe. Il y a beaucoup de gens. On va les citer rapidement: Éric Danon, Georges Bensoussan, Pascal Bruckner, Sarah Feinberg, Raphaël Yerushalmi, Céline Pina, Philippe Val qui fera une intervention par Zoom, Daniel Siboni, Françoise Ouzan, peut-être d'autres encore, Cyril Aslanov. Voilà, donc ça c'est important. Et ce qui va être vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des thèmes. C'est pas une journée où tout le monde parle comme Absolument. Ça. C'est par thème avec vraiment des axes de réflexion très précis. Comment vous les avez choisis? Tout à fait. Écoutez, je les ai choisis en fonction de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pensé moi et de ce que j'ai entendu des propositions des uns et des autres. Comme vous l'avez rappelé très vite, effectivement, la démarche de Chibolette, c'est de réunir des spécialistes, des praticiens en tout cas, qu'ils soient universitaires ou pas, des praticiens de disciplines différentes, psychanalyse, droit, pensée juive, etc., etc., et qui soient aussi de filiations de pensée différentes. Donc je leur ai dit, voilà, j'ai choisi les gens, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à venir parler de la question d'identité en Israël? C'est effectivement un point fondamental. Écoutez, je suis heureux, j'ai la chance qu'ils me disent tout de suite oui, et je regrette pour tous les autres à qui j'ai dû dire non, mais on a un collectif de gens extraordinaires qui sont prêts à venir ici pour rencontrer les Israéliens, pour parler avec eux, pour réfléchir avec eux, et entre nous, etc., Israéliens et Français. Bon, donc ils viennent, et chacun m'a fait des propositions, et en fonction de ça, effectivement, et de ce que je leur indiquais un petit peu, de leurs propositions, on a déterminé des sessions sur, par exemple, en quoi, ça c'est un sujet très important, en quoi ce qui nous est renvoyé des antisémites, et là, on en a quand même une palette. Pas mal d'exemples, ouais. C'est-à-dire, on a affaire au palestinisme, c'est-à-dire une religion universelle qui est la cause totalisante, la cause du monde entier. C'est quand même très impressionnant, quand même. On peut être fier, d'une certaine façon, d'être le centre de la pensée obsessionnelle de tous, et qui réunit, comme ils disent, toutes les causes, etc. Ils pensent qu'à nous et ils sont obsédés par ça. Bon. Donc, effectivement, qu'est-ce qui nous renvoie? Qu'est-ce qui nous renvoie de nous? Freud, vous savez, disait, au fond, l'antisémitisme est en miroir inversé du judaïsme, en tout cas de ce que les antisémites projettent sur nous, parce que nous, on n'est pas idéaux, on n'est pas tous sortis d'Égypte, honnêtement. Mentalement, je veux dire, on n'est pas tous idéaux, etc. Et pourtant, alors on a des principes éthiques sur lesquels s'appuyer, qui font effectivement notre fond commun et qui se transmettent de génération en génération depuis pas mal de milliers d'années, et ça reste... Quel que soit, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on ait la foi, qu'on n'ait pas la foi, etc., ça participe de notre judaïté et de la pluralité de notre rapport à la judaïté.
Et les antisémites, qu'est-ce qu'ils font? Ils se calent sur effectivement là-dessus, c'est-à-dire nous qui, disons, on a un principe de liberté responsable, par exemple, et donc on est responsable de ce qu'on fait. On rejette la solution chrétienne de l'absolution et de la purification, on rejette la solution de la soumission de l'islam. On ne change pas notre rapport à l'élection et à l'élévation pour le rachat, etc. Bon, eh ben, c'est difficile à tenir tout ça, d'être responsable, de se sentir responsable de ce qu'on pense et de ce qu'on fait, singulièrement et collectivement. Eh ben, les antisémites nous prêtent cette toute-puissance quand même qu'on est, qu'on assume tout. Et ça, et ça leur renvoie évidemment quelque chose pour eux de totalement insupportable, cette responsabilité qu'ils ne veulent pas assumer, de la même façon que nous, on assume à travers la circoncision, par exemple, la castration symbolique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout, on n'est pas tout puissant. On est chacun une partie de notre peuple, etc., etc. Et eux, ils nous prêtent cette toute-puissance. On est assis sur un trésor symbolique qui fait qu'on a une toute-puissance d'être qu'ils ne peuvent penser qu'en termes d'avoir, c'est-à-dire on aurait tout. Et ils ne supportent pas cette limitation du narcissisme absolu auquel ils ne veulent pas, de façon infantile, renoncer. Donc, qu'est-ce qui nous renvoie? Qu'est-ce que les antisémites? Est-ce qu'on est si indemne que ça de ce que les autres nous renvoient? Par exemple, quand ils nous renvoient qu'on est des affameurs d'enfants, qu'on est des tueurs d'enfants, qu'on est des génocidaires, après avoir été des déicédaires, je ne sais pas comment on dit, etc. Qu'est-ce que ça nous fait? Alors on peut dire évidemment qu'on ne l'est pas, on ne l'est pas, évidemment, on le sait, mais quand même, à force, qu'est-ce que ça nous fait? Par exemple, quand on nous met dans une situation qu'on appelle double bind en psychologie, d'injonction paradoxale, c'est-à-dire vous êtes responsable de l'humanitaire pour des gens qui ont voulu vous exterminer. Et en même temps, on vous empêche d'assurer ce rôle d'humanitaire. L'ONU nous a empêchés, on le sait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est exactement l'exemple qui nous rend fous. Dans une famille, c'est une famille de schizophrènes, on rend fou un enfant. On va regarder si on est devenu fou pendant ce colloque-là. On peut dire c'est dégueulasse, mais il nous renvoie quand même quelque chose. Ouais. Et on sait que certains d'entre nous ont cédé à ça. On se sont identifiés au discours des persécuteurs, etc. Par peur de disparaître, par peur de ne plus être invité, par purification, par masochisme, tout ce qu'on veut. On ne va pas donner ni de nom, ni d'interprétation trop rapide parce qu'elles sont singulières. Mais est-ce que ça nous touche? Parce qu'il y a une asymétrie. On dit vous les Juifs, vous les Israéliens, et nous on ne peut pas dire, notre éthique ne peut pas dire nous les Juifs. On ne peut pas dire nous les Juifs. Ça ne serait pas juif de dire ça. On est dans un singulièrement universel. On n'est pas dans un universalisme indifférencié. Quelqu'un qui dit nous les Juifs, comme certains ont dit nous le peuple alors qu'ils ne représentent pas grand-chose, c'est complètement dénier la singularité du message de juif. Enfin, voilà. Ouais. En tout cas, donc il y aura des. Il y a plein de questions. Franchement, il y a plein de débats. Vous allez tenter de parler de comment ça fait de faire peuple, comment on fait peuple. Voilà. Alors ça, c'est une expression qui est revenue énormément. Absolument. Qu'est-ce qui fait peuple? Voilà. Alors effectivement, d'où ça vient? D'où vient ce que moi j'appelle l'édifice invisible qui se construit en chaque juif? Et qui fait que chaque juif est le peuple juif ou représente le peuple juif. Comment ça s'est constitué? Comment ça peut se perdre? Comment ça peut se réacquérir? Effectivement, d'où ça vient? Comment on est fabriqué? C'est la question des antisémites aussi. Eux, ils ne la posent pas comme ça. Comment est fabriqué les juifs? Comment sont fabriqués les juifs? Ils se demandent quand même, l'énigme, c'est leur permanence. Comment les juifs existent toujours? Ça, c'est une énigme incroyable pour eux. Et au fond, ils se demandent comment on est fabriqué, quoi. Comment on est fabriqué? De quoi on est fabriqué? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est ce qu'ils disent. Chaque seconde, ils se demandent qu'est-ce qu'on fabrique, où on est, qu'est-ce qu'on fabrique, etc. Bon, ça peut nous toucher. Nous, effectivement, on a à se poser la question, au fond, comment s'est construite notre identité, s'il y en a une de collective? Qu'est-ce qui fait ce trait commun, ce trait identificatoire commun? Qu'est-ce qui permet, effectivement, de se sentir appartenir au peuple juif? Et qu'est-ce qui fait peuple, comme vous le dites, tout en étant capable de s'extraire de la masse, y compris de la masse de notre communauté, de pouvoir penser dans la pluralité, dans l'altérité. C'est vraiment une journée où on va essayer de prendre du recul. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent des choses très différentes. Très différentes, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est ça qui va être intéressant. Ouais, ça, c'est sûr. En plus, les intervenants sont extrêmement qualifiés, extrêmement variés. Je pense à Éric Danon, qu'on va avoir le plaisir de revoir ici. Et sans langue de bois, là, parce que là, il n'a plus de fonction. Formidable. Voilà, formidable. Donc il s'exprime extrêmement. C'est un vrai compagnonnage maintenant de pensée et de travail
travaille avec lui et avec d'autres. Alors, pour ajouter sur la question de la pluridisciplinarité, c'est vrai que ce colloque, il est construit comme souvent chez Chipolète. D'abord, il sera inauguré par une exposition des œuvres de notre ami Richard Koenigsmann, qui a fait des œuvres tous les jours à partir du 7 octobre, mais qui ne sont pas du tout pathos, qui ne sont pas du tout, etc., qui mélangent effectivement les actes, la représentation des actes. Et je pense que l'art peut nous aider, a pu nous aider, en tout cas son art a pu nous aider à nous donner des représentations de ce qu'on vit par rapport à ces massacres qui faisaient que c'était impensable, irreprésentable. Ouais, c'était très différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est quelque chose de beaucoup plus brut. Oui, ça a l'air plus naïf, et en même temps, il y met un peu d'humour, il y met de l'histoire juive, de la pensée juive, c'est-à-dire qu'on n'est pas que victime. Donc ça, ce sera le 28 octobre, donc la veille du colloque, c'est le vernissage, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Absolument. Ce sera toujours au Centre Béguin à partir de 18h. Donc il faut en profiter, l'exposition dure un mois. Ouais. Donc on en profite. Et puis évidemment, bon alors je crois qu'il n'y a plus de place, malheureusement, pas beaucoup pour s'inscrire au colloque. Toute la journée de communication et d'échange, et le soir, il va se clôturer par un film, je crois, assez formidable, et en avant-première d'Eden Lévy-Campana. La Tikva. La Tikva, etc. Donc il a filmé depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant, enfin les choses évoluent. Je pense que c'est un beau film, mais comme vous dites, voilà, en présentiel, il reste très très peu de place, je crois une dizaine sur les 300. Mais en Zoom, on peut encore s'inscrire. En Zoom, effectivement, c'est illimité. Alors, je donne le numéro de téléphone pour réserver si vous avez envie de participer au Zoom, 02 565 20 20. Voilà, c'est le contact du Centre Béguin. Évidemment, on est obligé de citer vos partenaires parce que cette journée est vraiment magnifique. Donc, Mosaïque, Actuj et bien sûr, le site d'information en français, Israji, qui a vraiment été un soutien énorme pendant cette guerre, qui a aidé vraiment des milliers de personnes à travers le monde, des francophones qui voulaient comprendre ce qu'il se passait ici. Et c'était vraiment un site en prise directe avec tout ce qu'il se passait au niveau de notre de la guerre et de tout ce qu'on a vécu tous ensemble. C'était traduit quasiment en temps réel et ça, c'est franchement chapeau pour eux. Donc voilà, ce sont les partenaires. Nous, franchement, merci de venir et de faire ça à Jérusalem. C'est pas évident. Oui, mais ça devait être fait à Jérusalem. Et puis c'est un souvenir formidable. On avait fait un colloque, je ne sais pas si vous en souvenez, Cathy, qui s'appelait « Si c'était Jérusalem » en 2017, en hommage à Raphaël Drey et à Michael Barzfi. Et donc, je suis très heureux de le refaire dans ce même lieu. Vous êtes inspiré de lui pour le titre du colloque. Les titres du colloque, c'est les titres des livres de Raphaël Drey, oui. Voilà. Ouais. Et Jérusalem, c'était évident pour vous. Alors, je pourrais rajouter quand même un titre qui est celui de Michael Barzfi, à ces titres-là de Raphaël, qui est « Pour les Juifs, la guerre a commencé le 8 mai 1945 ». Et c'est très important, parce qu'on voit qu'on est dedans. Enfin, on a récupéré, à partir de 1948, le droit à la guerre et à la terre. C'est ça le sionisme, qui transcende toutes les idéologies. Et heureusement qu'on a retrouvé le droit à la terre et à la guerre, parce qu'on voit ce qu'il en est aujourd'hui, ici et aussi en diaspora. Alors, si vous avez envie de savoir si on est vraiment sorti d'Égypte ou pas, si vous vous intéressez sur le fait d'être peuple, sur l'identité juive, qu'est-ce qu'être juif, ne ratez pas ce colloque, essayez de vous connecter ou peut-être même d'y aller si vous avez la chance d'avoir encore une place. Franchement, merci pour ce très beau travail qui s'annonce. Merci beaucoup, on suivra avec attention. Je voudrais remercier Carole Azoulay, qui est vraiment d'une aide absolument précieuse en Israël. Je voudrais remercier Thibaut Moreau, mon collaborateur en France, qui fait un travail formidable. Et puis Yoël Haddad, avec qui on a... Du centre Béguin, avec qui on a pu organiser ce colloque. Super. Ouais. Tout est dit. En tout cas, on se retrouvera sûrement pour peut-être les commentaires, en parler, voir tous les projets qui vont naître de cette belle journée. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci, Cathy.